Notre dernier invité est archéologue, paléo-archéologue, excusez-moi. Il a été comparé à Indiana Jones dans la presse. Il a fait des découvertes qui ont défrayé la chronique. Mais ce soir, il va venir nous parler de l'origine de cette carrière, du voyage qui a déclenché ce déclic chez lui alors qu'il était adolescent. Merci d'applaudir Philippe Charlier. Bonsoir. J'ai l'impression qu'on finit toujours par le légiste, donc voilà, je suis légiste, et c'est un peu normal, je pense, ce positionnement. Vous savez, nous, on est les docteurs trop tard. C'est nous qui savons tout, toujours, mais toujours en retard. Et c'est d'ailleurs le surnom qu'un écrivain que j'avais rencontré un jour à une signature, Antonio Tabucchi, m'avait donné, Dottore troppo tardi, docteur trop tard, et c'est ce colibet que j'ai choisi d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler et de vous expliquer un tout petit peu comment je suis devenu médecin légiste, également archéologue et anthropologue. Autrement dit, comment j'ai décidé un jour de m'occuper des morts. C'est-à-dire vous, mais un peu plus tard. Nous tous, en fait, en réalité. Et j'ai parié sur l'avenir, tout simplement. Et j'ai essayé de me dire, finalement, je n'aurai peut-être pas les chocolats à Noël offerts par les patients ou autre chose, mais au moins, je me coucherai tous les soirs, tranquille, en me disant, je n'ai pas tué mes patients. Tous mes patients sont morts. Voilà, c'est un triste constat, mais c'est une réalité. Alors j'ai 47 ans aujourd'hui, mais cette vocation est apparue il y a maintenant une quarantaine d'années, en fait probablement l'anniversaire. J'étais à Pompéi à l'époque, à Herculanum, avec ma famille, et on était en train de visiter, vous savez, ces sites archéologiques détruits en 79 après Jésus-Christ par l'éruption du Vésuve. Un endroit extraordinaire, magnifique, où on marche, on met littéralement nos pieds sur la trace des pieds de ceux qui nous ont précédés il y a quasiment 2000 ans. Et c'est un voyage dans le temps, hein. L'archéologie, c'est rien de moins qu'un voyage dans le temps. Quand mes enfants me demandent papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je leur dis, j'ai voyagé dans le temps. Ils me disent, ah bon, pourquoi? J'ai découpé le cœur de Voltaire, j'ai nettoyé le squelette de Raphaël, j'ai reconstitué le visage de Lady Hamilton, voilà, ce genre de choses. Donc oui, c'est un voyage dans le temps, et c'est aussi un voyage dans le temps qu'on fait quand on se balade à Pompéi et Herculanum. Et là, en l'occurrence, je me souviens très bien d'un squelette, un squelette en particulier. J'ai une bonne mémoire des squelettes, un peu moins des visages frais, comme vous. Et c'était le squelette d'une femme d'une soixantaine d'années à peu près, qui était encore assise sur son lit en bronze, avec un métier à tisser carbonisé juste devant elle. Et vous savez, il y avait cette méthode mise au point par un archéologue de la fin du 19e, début du 20e, M. Fiorelli. Et en fait, quand les corps qui se sont décomposés dans les cendres ont laissé cette bulle tout autour de leur squelette de décomposition, putréfaction, il est 21h50, on peut commencer à parler de ce genre de mots-là, eh bien, on a rempli avec du plâtre, et ça donne vraiment une sorte de fantôme de plâtre qui entoure complètement le squelette, avec une finesse extrême. On voit les pores de la peau, les rides, les poils, ce genre de choses. C'est vraiment un double de plâtre de ces personnages du passé, de ces patients du passé, pour moi, le médecin. Et ce jour-là, j'ai vraiment beaucoup tremblé. J'ai eu des frissons. Alors, pas une excitation morbide, hein, rassurez-vous, je ne suis pas glauque, mais vraiment, je me suis dit, j'ai envie de les faire parler. Pas avec une boule de cristal. J'ai envie d'utiliser vraiment des méthodes pragmatiques, celles de la médecine, celles de l'archéologie, celles de l'anthropologie, pour faire parler les morts, pour leur tirer les vers du nez. Au propre comme au figuré, avec la médecine égale. Ils ne sont pas toujours très très frais, mais voilà, c'est ce métier-là. Et pour moi, la médecine, c'est cette façon d'ouvrir des portes du passé, de voyager dans le temps, et puis également de se faire plaisir, de rencontrer certains patients assez intéressants. C'est vrai que maintenant, quand je vais au musée du Louvre, quand je vais au musée Carnavalet ou ailleurs, et que je vois un portrait de Louis XIV, je me dis, ah tiens, j'ai eu son cœur dans les mains. Quand je vois les restes de Louis XI, par exemple, ou un portrait ou la Sainte Couronne d'épines qu'il avait acheté fort cher, eh bien, pardon, Louis XI, je vais lapsuser, Louis IX, Saint-Louis, pardonnez-moi, je me trompe de numéro, Louis IX, eh bien je me dis, tiens, j'ai eu son cœur aussi, j'ai eu ses viscères, et j'ai même fait respirer ses viscères. Parce que, autre expérience archéologique, pas à Pompéi, mais à Itanos. J'étais un peu moins jeune, je commençais mes études de médecine et je passais tous mes étés dans les champs de fouilles archéologiques en Grèce ou en Italie. Et là, c'était en Grèce, en Crète précisément, à l'extrémité orientale de la Crète. Et il y a un petit site archéologique avec une plage de nudistes, mais honnêtement, ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. Mais il y avait un site archéologique qui s'appelle Itanos, Elefternopouli, la ville abandonnée, la ville déserte. Et cet endroit-là était magique parce qu'il y avait des tombes qui n'avaient pas été violées et qui, du coup, étaient intactes. Et il était possible, pour certaines, quand on les ouvrait, on avait une odeur incroyable, comme quand je vous ai approché tout à l'heure, quand vous m'avez passé le micro, une odeur vraiment extrêmement forte, un parfum capiteux, quelque chose qui sent très bon. Et
Honnêtement, c'est un compliment. Hein. C'est un compliment. Je sais, présenter comme ça, c'est pas évident, mais c'en est un, je vous assure. Et c'était en fait l'odeur du parfum de cette femme, qui était probablement d'époque byzantine à peu près, 7e, 9e siècle après Jésus-Christ, mais qui s'était conservée. Et pendant 3-4 secondes, eh bien, nous avons pu respirer à l'ouverture de la tombe le parfum de cette femme. Si ce n'est pas un voyage dans le temps sensoriel, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Et de ce jour-là, je me suis dit, je vais travailler avec des nez de parfumeurs. Je vais travailler également avec des personnes qui sont capables de reconstituer ces odeurs, de faire ce voyage olfactif. Si on se parle un tout petit peu après, vous verrez que moi, j'ai mis l'eau de Cologne de Napoléon qu'il mettait à Sainte-Hélène. Alors, un flacon neuf en l'occurrence, reconstitué par l'osmothèque de Versailles. Et j'aime bien cette idée de se parfumer avec des parfums qui ont 100 ans, 200 ans ou 300 ans. Et depuis, c'est vrai, je travaille à chaque ouverture d'un reliquaire. Récemment, on a ouvert le reliquaire des cheveux de Sainte-Thérèse de Lisieux. On travaille également sur les reliques de Saint-Laurent-au-Toul, dans la ville de Eu, en Normandie. On travaille sur beaucoup de reliques en ce moment. Récemment, on a aussi travaillé sur les reliques de Saint-Antoine-le-Grand, dans le Dauphiné. Donc, on travaille sur des reliques importantes qui ont une odeur qu'on étiquette parfois d'odeur de sainteté. Et bien maintenant, je ne m'entoure pas que de nez de parfumeurs qui vont respirer et qui vont me dire, alors que moi je dis ça sent bon, ça sent fort, ça sent un peu comme ma cuisine un 1er janvier avec tous les épices que j'ai utilisés la veille pour la Saint-Sylvestre. Eux, ils disent ah non, il y a du benjoin, il y a de l'aloès, il y a de l'encens et attends, je me concentre un peu, c'est de l'encens du Yémen du Sud. Donc ils sont vraiment hyper précis. Et bien maintenant, je m'entoure également d'autres spécialités. Je m'entoure également de sommeliers et d'œnologues, parce qu'ils ont un nez un tout petit peu particulier. Ils sentent d'autres types d'odeurs. Ils sont capables de me dire l'environnement dans lequel a baigné, si on peut dire, ce squelette ou cette momie ou ces calcifications biologiques ou cette mèche de cheveux ou que sais-je encore. Et là, il y a une nouvelle spécialité que je voudrais recruter maintenant. Et s'il y en a dans la salle ou parmi les auditeurs de France Inter, ça peut m'intéresser. Ce sont des amateurs de chocolat. Parce que, alors là, c'est vrai, j'avoue un péché mignon pour le chocolat, au lait, ce qui n'est pas très bon, mais c'est pas grave. Mais ceux qui travaillent sur le chocolat et ceux qui ont les odeurs de chocolat sont extrêmement utiles et viennent complémenter tout ça. Parce que c'est hyper complexe, une odeur du passé. Parce qu'il y a probablement des aromates, des épices, des éléments qu'on ne connaît plus très bien maintenant et qui sont en revanche toujours utilisés ou utilisés pour la description de ces odeurs très particulières. Donc ne vous étonnez pas, le matin c'est autopsie, au moment où vous prenez votre café ou vous écoutez le journal de matin sur France Inter. Et puis moi je suis déjà en salle d'autopsie avec ma table en inox et ces patients plutôt frais, en l'occurrence pour la justice à étudier. Et puis l'après-midi, vous allez me voir peut-être prendre le train, la voiture ou l'avion pour aller étudier des restes humains. Tout ça parce qu'une vocation est née à Pompéi quand j'avais 6 ou 7 ans. Alors les patients actuels, c'est simple. Il y a les chœurs de Louis XIII et Louis XIV, je vous en ai parlé. Il y a Raphaël, il y a Voltaire. On s'est même rendu compte d'une dernière chose, et je vais finir avec ça, c'est que vous pouvez parfois trouver des restes humains dans des endroits où vous ne les attendez pas forcément. Je ne parle pas forcément du théâtre de l'Alliance française à Paris, mais je parle de tableaux. Eh bien, sachez que si vous voulez voir vous-même les chœurs de Louis XIII et de Louis XIV, vous pouvez aller soit au musée du Louvre, soit au musée de Pontoise. Parce que les chœurs de Louis XIII et Louis XIV, qui avaient été embaumés à leur mort respective, 1643-1715, eh bien, ils ont été ensuite profanés à la Révolution française, achetés par des peintres, Pau de Saint-Martin et Martin de Rolling, qui les ont réduits en poussière. Je vous donne la recette. Vous broyez les chœurs, vous délayez ça un petit peu avec de l'huile de lin, vous rajoutez quelques cristaux de sel pour prendre la sauce, et puis vous utilisez ça ensuite comme pigment sur la peinture. Ça vous donne un rouge tirant un tout petit peu avec des reflets métalliques, du plus bel effet. Et quand vous regardez deux peintures, une qui s'appelle Intérieur de cuisine, qui est au musée du Louvre, et une autre qui s'appelle Vue de Caen, qui est au musée de Pontoise, musée Tavet de la Cour, eh bien, dites-vous que les taches de rouge que vous voyez, c'est pas juste du rouge, mais ce sont les chœurs de Louis XIII et Louis XIV. Bonne soirée, merci à vous. Philippe Chiarier.